et on fait tourner ça en mode second degré, on en rigole pour essayer de faire passer la chose, mais les gars, c'est pas parce que vous avouez que c'était pas bien que ça va devenir acceptable. She complains about not being respected by her male peers in her field of expertise, but then turns around and completely marginalizes Bruce's experience as a Hulk and is already convinced of her own superiority. Mais le côté juridique avec Monsieur Immortel, le côté juridique, il est vraiment trop simple. But She-Hulk is a different beast. A show that lacks even the basic elements of a story with which to grapple, whose cast of one-dimensional caricatures lurches and meanders from one pointless episode to another with absolutely no sense of where they're going or why. Je trouve qu'au final, c'est une sitcom qui n'a pas grand-chose à raconter. C'est presque un scénario aussi naze que dans un boulard, mais sans le boulard en fait. Ça n'a aucun intérêt. But the female superhero is not interested in saving the world and is instead interested only in her career and dating life. She-Hulk Season 1 has finally come to a conclusion, and the best part about it is that it's over. Comme la plupart des gens qui regardaient la série She-Hulk, j'étais attiré par l'effet du billet de négativité. Vous savez ce phénomène qui pousse un individu à s'intéresser à la négativité qu'émagne quelque chose. Les séries Marvel ne m'intéressant plus du tout, mon idée de base était que, si c'est pas un film, c'est pas important la construction de la narration. Doctor Strange a très vite contredit cette logique quand ils ont fait le choix de continuer la storyline débile de WandaVision dans le multivers of Madness. Étant un fan lambda, faut dire que j'étais assez confus au début du film. Vous savez, on peut compter sur les doigts le nombre de fois où tout le petit monde d'internet se sont parvenus à s'accorder sur une opinion, telle que Norman Tavo est un trésor national. Comme a dit Macron, c'est la fin de l'abondance. Il a essayé de manifester. Bon, vive la République et vive la France. Et que entre autres, She-Hulk est une grosse bouse. Pour une fois que tout l'internet est parvenu à s'unifier pour collectivement détester quelque chose. C'était presque... magnifique. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai pour habitude de recenser mes films et séries sur TV Time, une appli qui comporte aussi un forum de discussion. Et c'est à ce moment que je l'ai vue. La série est bonne. N'écoutez pas tous ces commentaires négatifs, stupides. Il faut lui donner une chance, que l'on soit fan de Marvel ou non, et se faire sa propre opinion. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui défendait ouvertement la série. Et l'avantage, c'est que je pouvais remonter à la source, et voir ce que la personne regarde comme média. Il est évident que je savais qu'il y avait une audience pour la série. Il y en a toujours une. D'ailleurs, sa démographie est assez évidente. On y reviendra bien assez vite. Mais moi, quel est mon véritable avis sur la série ? She-Hulk est une adaptation des 9 tomes des comics Marvel nommés Miss Hulk. Du moins, c'est ce que pensaient les fans jusqu'à que la première bande-annonce ne tombe. Le premier problème que j'ai avec la série, c'est son idée de base. Le fait de développer la femme en un personnage bien spécifique et pas l'héroïne en lui-même. Comme ils sont plus intéressés à exploiter le côté woke du personnage que d'écrire une bonne storyline, digne des comics, ce qui en ressort, c'est une maladresse d'écriture énorme. On pourrait croire que Jen Walters est le même personnage que dans les comics. Mais il suffit de faire quelques recherches pour comprendre que cette version du personnage n'a rien à voir avec celui des comics. D'ailleurs, quasiment aucun des scénaristes n'a jamais vraiment lu les comics. When Jen Walters first gets her Hulk powers, she is not psyched. Just as I feel any woman in her position would probably not be psyched because she didn't ask for it, she didn't plan for it, and it's a complication in her life. I'm the victim no longer. I fight back.
as the She-Hulk. I'm aggressive, positive force for good. So you don't blame me for what I did to you. Blame you. I'm trying to tell you that I'm so grateful I could kiss you. I like being green, fighting supervillains, being an Avenger. Tout ce qui leur intéressait, c'était le fait que l'héroïne soit une femme. Et puis le fait qu'elle puisse briser le 4e mur. C'est ça, la base de leur comédie. She-Hulk ou Miss Hulk est objectivement une adaptation des scénaristes féministes d'Hollywood frustrés de par comment le monde voit les femmes et les hommes. Du moins, comment elles pensent voir le monde. C'est-à-dire à travers leur téléphone, probablement sur l'appli TikTok. Et ceux-là assis sur leur canapé, dans leur maison, qui valent pas moins de 2 millions. Et c'est les mêmes personnes qui pensent que tout ce qui se passe sur Twitter est égal à la vie en IRL. Cette vision biaisée se reflète à travers les personnages. Et aussi, malgré eux, en Jennifer Walters. Cette version de Jen est tout ce qu'il y a de plus détestable chez une femme. Elle est arrogante, condescendante et choisit de ne pas s'interroger sur ses actions. Mais qui définit Jen ? Pas la femme, mais en tant qu'être humain, de quelqu'un d'extrêmement toxique. C'est de là que vient le semblant de personnalité, parce qu'elle n'en a pas. Un personnage a le droit d'être désagréable, mais il faut prendre le temps d'exploiter cette faille, / défaut, pour rendre le personnage intéressant. C'est comme cela qu'un simple nom sur une feuille blanche devient quelqu'un de complexe et tridimensionnel, et pas juste une projection maladroite des problèmes personnels des scénaristes. C'est pour cela que dès l'instant qu'on enlève la profession de Jen, on se rend compte qu'elle n'est qu'une coquille vide. De plus, tout le monde autour d'elle a été rendu con. Toute conséquence a été enlevée pour qu'elle puisse agir en tant que personnage capable. Par exemple, dans le pilote, l'introduction éclatée de Tatiana est faite dans une cour suprême. Elle défonce les murs, ce qu'on qualifie de dommages de propriété publique et fédérale, blesse pas mal de civils, acte de terrorisme, vu qu'on connaît pas ses intentions, genre littéralement, et devinez la résolution de ce conflit. Les partisans du mouvement Libéré Titania sont à la fête aujourd'hui. En effet, la super puissante influenceuse a été blanchie de toutes les accusations liées à un incident. Menace neutralisée. Un élément similaire s'est produit dans Civil War. Ce qui a résolu à ce qu'on appelle des conséquences. It's something that you think you knew, which is law shows, and something that you think you know, which is Marvel shows, smashed together. Parlons des hommes dans la série. Je suis bien placé pour... J'en suis un. À première vue, les hommes sont ceux qui sont le plus mal écrits. D'un côté, on a les hommes faibles, pleurnichards et accros aux réseaux sociaux. Et de l'autre, ceux qui sont ouvertement sexistes, condescendants et uniquement sympas quand ils veulent un truc en retour. Des hommes comme ça existent, je dis pas le contraire, mais il manque une logique à l'existence de ces personnages. Les extraits du pilote, ça passe. C'est en barre, et dans une infime probabilité, c'est possible qu'un groupe de mecs approche d'une façon hostile. I think my boyfriend's just... Oh, come on, where are you going? Let us keep you Hey, company. we're just being friendly. Yeah, where you going? So what, you two gonna talk to us? Mais quand on travaille avec, on ne s'enferme pas dans son bureau avec celui-ci pour répéter son dernier parloir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je viens de donner un conseil applicable dans la vraie vie? Pug, par exemple, est un personnage passable. La seule raison à cela, c'est qu'il est serviable aux femmes et au plot. Pug, il faut que tu y ailles et que tu te mêles à ces gens. Et quand on y prête un peu plus attention, ce sont en fait les femmes qui sont cruelles entre elles. L'épisode 6 est celui que je tolère le plus, car c'est une des rares épisodes qui est véritablement honnête envers lui-même. Ici, pas besoin de rabaisser l'homme pour que la femme puisse coexister, même s'ils le font un peu. Oh, les garçons d'honneur ont fait une partie de Mario Kart et leurs chemises sont toutes froissées. Oh, à cause d'un jeu vidéo? Ouais, les jeux vidéo, c'est un sport maintenant, les compétitions sont diffusées à la télé. Toutes les confrontations dans l'épisode sont entre les femmes et elle seule. La mariée qui est jalouse du corps de She-Hulk. Pas à croire que tu me fasses ça. C'est quoi? Attirer toute l'attention sur toi avec ton... Elle traite tous Jen comme une merde. Ouais, les devoirs de la tribu de la mariée, Jen. Merci beaucoup, t'es formidable. Jen, ton garçon d'honneur est là. Leurs sujets de conversation sont vraiment à chier. Voici ce que les scénaristes pensent des sujets de conversation de femmes de 30 ans. Si on part du principe que l'idée est d'éduquer son audience. Loulou, t'es pour
pour Edouard ou Jacob? Oh, mais tu le sais bien, pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'Amber lui a dit que t'étais... C'est quoi ça? Intelligence. Parce que moi, je suis intelligent. Et vous savez quoi? Malgré tout ce que j'ai dit, je pense que Tatiana Maslany est une excellente actrice. Et on sent qu'elle essaie de faire quelque chose avec ce personnage. Si vous ne la connaissez pas, elle est le protagoniste dans Orphan Black, une série où elle joue des clones d'elle-même. Et chaque rôle sont différents, très différents. Des prestations qui lui a valu d'ailleurs plusieurs Emmy Awards. And the Emmy goes to Tatiana Maslany. Même si Jen Walters est toxique, sa version de She-Hulk est, on va pas se le cacher, sexy as hell. Blague à part, sa prestation est intéressante, car elle joue un personnage assez relatable. Si on enlève le fait, elle est arrogante, condescendante et choisit de ne pas s'interroger sur ses actions. Vous savez, la femme bizarre, qui ne ressemble pas à Madame Tout-le-Monde, c'est un personnage avec énormément de défauts, qui aurait pu être intéressant à voir évoluer. Mais comme elle rejette ses fautes aux autres, Ça, c'est pour les milliardaires, les narcissiques et les orphelins. en gros, voilà mon ressenti sur la série. Sans forcément parler de la caricature qui est devenue Bruce Banner, Daredevil et quasiment tous les autres héros de la série. Mais alors, pourquoi vouloir aller plus loin si j'ai un point de vue aussi abouti? Mon problème, c'est que je suis très curieux de nature, et en tant qu'être humain, je dois garder une ouverture d'esprit pour pouvoir constamment m'améliorer. Je défendrai toujours She-Hulk comme l'une des meilleures séries comiques de super-héros. C'était mon dernier jour de vacances, et j'ai décidé de prendre de l'acide. Et j'ai passé 9 heures défoncé, et j'ai commencé à faire un bad trip, parce que je n'arrivais pas à dormir. J'ai regardé les 8 épisodes d'affilée, et c'est la meilleure chose que j'ai faite. J'ai tellement ri à certaines scènes que j'ai failli me pisser dessus. Mon Dieu, c'était tellement drôle et charismatique. La seule raison pour laquelle on peut détester cette série, c'est que l'on est incroyablement biaisé, ou tout simplement misogyne, ou un idiot colossal. Le seul critique que j'ai à faire, c'est que le CGI sont mauvais par moments. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Infiltrer leur subreddit et utiliser leur naïveté pour qu'ils me proposent des séries à regarder. Quelle série me recommanderiez-vous pour que je puisse attendre à la saison 2? J'ai enfin fini She-Hulk, et je n'ai pas peur de dire que j'ai adoré chaque seconde. Je suis un homme et j'ai adoré le personnage de Jane Walters, et le fait qu'elle réécrive littéralement sa propre série est très drôle pour moi. Quelle série me recommanderiez-vous pour que je puisse attendre à la saison 2? J'ai juste envie de regarder une autre série comme She-Hulk. S'il vous plaît, ne m'harcelez pas. L'objectif est de véritablement comprendre le target audience de She-Hulk et voir si son public est habitué à une écriture simpliste et une réalisation d'amateur, ou si je me trompe et que ma perception de ce qui est bien est biaisée. Oula, c'est un peu long. Laissez-moi vous résumer tout ça. L'audience de She-Hulk est-il habitué à regarder de la merde? Ou c'est moi? Il s'avère que je savais déjà que ce subreddit était très passionné, et il se peut que j'ai déjà argumenté avec eux dans le passé. Donc quand j'ai eu beaucoup de propositions, cela ne m'a pas du tout étonné. Merci à eux. De toutes les propositions, j'ai choisi les séries qui avaient le plus de répétitions. Crazy Ex-Girlfriend, We Are Lady Parts, Wynonna Earps, Killing Eve, Fleabag et iZombie. L'idée est la suivante. Regardez les 9 premiers épisodes et tirez une conclusion sur la série. Juste pour info, 9 épisodes correspondent à environ 4 heures d'exposition dans l'univers en question. Donc le bullshit, tu verras, ça deviendra bien dans 4 saisons. Vous savez où vous le mettre. This is what you want. So, let's get it. Enough talk. Several days later. Cette série raconte l'histoire de Rebecca Bunch, une avocate responsable sur le point d'obtenir une promotion. On nous montre qu'elle est sérieuse et bosseuse. Et vous savez quoi? Je le dis même si on insulte en commentaire, cette promotion, elle la mérite. Tout ce que je viens de dire est faux.
Cette série porte bien son nom, car Rebecca Bunch fait partie des personnages féminins les plus tarés que j'ai eu la chance de voir. Off the top of my head, low self-esteem, a lack of maternal affection, and a genetic predisposition for anxiety and depression. I did not think that was where you were gonna go. Après avoir rencontré son amour de jeunesse, nommé Josh, Rebecca décide de changer de vie pour se rapprocher de lui, pour retenter sa chance après 10 ans sans se parler. Avant même que l'idée ne rejoigne son deuxième neurone, elle se retrouve déjà dans la ville natale de ce fameux Josh, et se rendra vite compte que Josh a déjà une vie bien remplie. Par exemple, une fiancée. Je pense que les scénaristes savaient que le prémisse de la série était complètement absurde, même pour une comédie. Et ils ont trouvé la brillante solution de la transformer en comédie musicale. Et des chansons, il y en a beaucoup. Même si la série n'a absolument rien de spécial, même ennuyant tellement il est prévisible, Crazy Ex-Girlfriend est 1000 fois mieux écrit que She-Hulk. Alors que Rebecca est clairement un personnage égoïste et n'hésitant pas à manipuler les autres personnages à ses propres fins, sa personnalité n'est pas détestable. Au contraire, au fil des épisodes, on comprend à travers des flashbacks que sa vie n'a jamais été parfaite et qu'elle a eu des obstacles difficiles tels que le divorce de ses parents, être bully à l'école et que dès son jeune âge, cela a résolu à des conséquences qui impactent sa vie d'aujourd'hui. Tout comme vous pouvez me dire que She-Hulk est juste une série Marvel, bah là on est dans une comédie musicale, avec des défauts et des émotions qui dévoilent la vulnérabilité du personnage. Et c'est normal et même indispensable pour la création d'un personnage. Après je le redis, la série est loin d'être parfaite. L'écriture est simpliste, du genre femme aime homme, femme voit pas homme parfait depuis le début, femme choisit bad boy au lieu de homme gentil, classique. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune alchimie entre Josh et Rebecca, car l'histoire veut qu'elle soit inexplicablement attirée par ce mec taillé comme une planche de skate. Les intros sont aussi assez créatifs. À chaque fois qu'un personnage pose une question à Rebecca, l'opening vient lui répondre. Because that's what she is. I mean, you kind of have to like see it to believe it. I don't even know where the hell she came from. I was working hard at a New York job making dough, but it made me blue. Les blagues sont ok et parfois passables. J'ai même éclaté de rire dans l'épisode 5. Ça veut pas dire que j'aime plus Valencia, je l'aime. Et l'ennui, c'est qu'il y a une autre fille. Oui, je t'entends, je comprends ton problème. Tu sais quoi? On va porter ça dans la cour des grands. Ce que j'en sors de cette série, c'est qu'il y a une véritable envie d'exploiter les failles des personnages. Et j'avais même envie de continuer, juste pour voir jusqu'où la désillusion de Rebecca lui mènerait. Mais comme j'avais Lady Parts à regarder... Pas mal comme transition. Cette mini-série féministe est une pépite. Le prémisse de la série est simple. Amina est une musulmane vivant dans une famille avec peu de restrictions, mais elle vit aussi dans une communauté très stricte. Dès les premières secondes, la série arrive à rendre la personnalité d'Amina intéressante. Alors, tu as des hobbies dans la vie à part aller prier à la mosquée? Aller faire la prière n'est pas un hobby. Oui. Non, de toute évidence. On constate alors qu'elle est véritablement drôle, maladroite, mais très adorable à l'envers de Jane Walters. On y reviendra. Alors qu'elle enseigne la musique, sans en jouer parce que c'est pas haram. Amina, tu devrais nous jouer une petite chanson. Quoi? Eh bien, elle va jouer à la collecte de fonds pour les enfants syriens. Hein? C'est à la mairie. Maman, s'il te plaît, arrête. La musique, c'est haram. Elle se retrouve à auditionner pour un groupe de punk rock, féministe, déjanté. Alors que visuellement le projet transpire la crise identitaire féministe, la série en surprend plus d'un. Quand on se rend compte qu'elle arrive à intégrer des idéologies féministes sans pour autant impacter la qualité des personnages et l'histoire qu'elle veut raconter. Par exemple, le côté très féministe de Sarah, la chanteuse principale du groupe, est certes très présente, mais elle est écrite consciemment, du fait qu'elle a construit un cocon comme mécanisme de défense. Et pour le coup, Amina est un personnage tridimensionnel, avec ses défauts, peurs et qualités, pas juste une projection de la créatrice. Bien sûr, la série n'est pas parfaite. En effet, il y a quelques moments où les hommes sont un peu maltraités. Elle va pas nous lâcher tant que tu l'auras pas fait, alors pour le bien de tous, va dîner avec cette pauvre fille. Juste un peu. Je te délivre de ma domination masculine. Boum. Et aussi, certains personnages principaux ne sont pas du tout travaillés. La musique reste passable. Je veux dire, on parle de punk rock. T'es soit Animals ou rien.
Ce qui est intéressant quand je compare cette simple série à She-Hulk, la faiblesse d'écriture est flagrante. En plus, We Are Lady Parts démontre aussi que l'humour cru des Anglais fonctionne bien. Nul besoin de rabaisser son prochain pour faire une blague semi-drôle, semi-insultante. J'adore harceler les femmes sur mon lieu de travail. Ça m'éclate, mes chéris. J'ai rarement été aussi confus à propos d'une série. Je m'explique. Wynonna Earps est censée être la descendante directe de Wyatt Earps. Pour ceux qui ne le savent pas, Wyatt Earps est un gunslinger légendaire ayant vraiment existé. D'ailleurs, il y a 2 films biographiques sur les frères Earps, Tombstone et Wyatt Earps, tous deux étant des classiques du western hollywoodien. Mais cette série part dans un autre sens. Cette série parle de démons, sorcières, entités maléfiques et j'en passe. Cela ne me dérange pas plus que ça. C'est même un bon concept si vous voulez tout savoir. Mais pourquoi l'intérêt à un genre qui n'a absolument rien à voir avec celui des Earps? Mais bordel, il y a même Doc Holliday dedans. Je suis complètement largué. Dans l'ensemble, la série est digne d'une SF des années 2000, tellement l'histoire est absurde, bourrée de plot holes, un jeu d'acteurs médiocre, avec des protagonistes sans vraie personnalité, sauf si faire la gueule c'est un trait de personnalité, et surtout un manque de budget considérable pour l'histoire qu'ils veulent raconter. Exemple. When you have to shoot, shoot, don't talk. L'écriture étant médiocre, je suis obligé de dire que She-Hulk est bien mieux écrit. Je sais, faut que je sois impartial. Mais le fait que la protagoniste Wynonna soit aussi mal écrit nous permet de la comparer à Jen Walters, mais aussi à Titania. Ces personnages ont une force illogique. Elles passent de fort à faible et vice versa, et cela quand le script le décide. La même chose se produit dans cette série. Le sexisme est présent dans la série. Mais rien qui fait vraiment ressentir la crise identitaire. Que dire de plus? C'était dur de binge-watch les 9 épisodes, même en accéléré. Le monde n'a aucune logique, même pas la plus infime. L'écriture n'est pas bonne. Et cerise sur la merde, la réalisation est presque amateur. À éviter à tout prix. Pour Fleabag. Je kiffe trop ces transitions. Avant de faire des conclusions hâtives, qu'est-ce que Fleabag? Fleabag est le nom du personnage fictif joué par la créatrice et scénariste Phoebe Waller-Bridge. Ce qui émane du personnage, c'est une énergie chaotique, enrobée dans le bon vieux humour anglais. The next man who walks in here is getting ridden to death. Dad! Et le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot détestable. Et pour une fois, je le dis dans le bon sens. Cette mini-série est scénaristiquement un masterpiece. Elle sait parfaitement quand être drôle, triste, frustrant et surtout comment exploiter ces dramas. J'essaie de ne pas trop vous spoiler, car si vous êtes là pour me voir débattre si oui ou non She-Hulk est une mauvaise série,
Fleabag répondra à toutes vos questions. Au fur et à mesure des épisodes, on réalise que son comportement n'est pas impulsif, mais volontaire. En tant que spectateur, les révélations sur elle et son soutien émotionnel définissent à la longue qui elle est vraiment. Au contraire de Jen, qui semble allergique au backstory. Why? 'Cause fuck 'em, that's why. Ce qui fait que rien ne définit son attitude d'aujourd'hui, à part ce qu'on voit à l'écran. Les autres éléments intéressants dans la série sont les confrontations entre sa sœur et elle-même. Storyline que je vais vous laisser découvrir par vous-même. Bien sûr, la série n'est pas parfaite, rien ne l'est, à part She-Hulk. Quand Phoebe Waller-Bridge n'est pas à l'écran, la progression de l'histoire ralentit, et il se peut que la série devienne un tout petit peu boring. Après, ça reste mon avis. La comparaison la plus évidente est que tout comme Fleabag, Jen brise le 4e mur et incorpore des éléments méta. Je dirais même que She-Hulk est un Fleabag de Wish. Oh, nous en avons discuté à mort, encore et encore. J'ai fait référence à 2 séries dans mon pitch, Fleabag et Better Call Saul. Même si c'est discutable que Jen l'utilise d'une façon plus créative, être conscient d'être dans une série n'est pas censé donner au protagoniste le pouvoir de prendre le contrôle de ses actes. Ça introduit des plot holes et des actions illogiques. Le film Annie Hall, par exemple, est une comédie romantique, où le protagoniste, joué par Woody Allen, est pleinement conscient d'être observé, et parle à l'audience de temps en temps. Il y a une séquence qui démontre ce que je viens de dire à propos de She-Hulk. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se débarrasser d'un pinouf de cet acabit dans une queue? Tout de même, j'ai bien le droit d'exprimer mon opinion, nous sommes en démocratie. Il a le droit de vous... Mais faut-il que vous l'exprimiez si fort? Enfin, mais c'est la honte, cette façon de pontifier sans arrêt. Et ce qui manque pas de sel, c'est que Marshall McLuhan, vous n'avez rien compris au vrai travail de McLuhan. Vraiment. Justement, monsieur McLuhan est dans la queue. Alors, si vous permettez, je vous l'appelle. Venez par ici, une seconde. J'ai entendu ce que vous avez dit. Vous êtes passé à côté de mon travail. J'affirme que vous travestissez ma pensée. On observe alors que ce détail méta n'affecte en rien la narration, mais c'est plus en complément du concept du film. Putain le pied, si c'était ça la vie. N'empêche, briser le 4e mur comme dans l'épisode final est très créatif. C'est même le seul côté créatif de la série. Et tout ce qu'il a fallu faire, c'était de détruire toute logique narrative, pour une vanne. En parlant de vanne, j'ai arrêté de regarder A Zombie après l'épisode 3. C'est pas une vanne. En gros, c'est l'histoire d'une jeune infirmière nommée Olivia, qui a une vie parfaite, mais finit par être transformée en zombie et garde sa conscience humaine. Elle trouve un emploi dans une morgue, ce qui lui permet de manger les cerveaux des macabées sans devoir tuer qui que ce soit. Le fait de manger des cerveaux humains lui donne accès aux derniers instants des victimes, et elle aidera la police à retrouver les coupables à travers des enquêtes policières lambda. La seule différence est que la matière originale vient d'un comics nommé Zombie. De ce que j'ai compris, la série n'est pas une adaptation directe des comics, mais plus une utilisation originale de la licence. Un peu comme She-Hulk finalement. Je ne vais pas m'attarder sur cette série, car j'ai estimé qu'elle n'allait pas m'être utile dans ma quête de savoir si oui ou non le public sont habitués à regarder de la merde. iZombie n'a rien d'original. Même Wayne Earp arrive à sortir de sa zone de confort de temps en temps, en nous montrant des séquences absurdes, mais là, c'est le plat total. Quand on regarde autant de séries en même temps, pour compenser ce manque de dopamine quand une série est boring, mon cerveau cherche des similitudes avec d'autres séries. Pour le coup, si je devais comparer iZombie avec une autre série, ce serait sans aucun doute Lucifer. D'un côté, tu as un prémisse excitant, des délires d'anges et démons, enfer et paradis, et de l'autre, des enquêtes policières. Je ne pouvais m'empêcher de me dire que c'était justement ça que je détestais dans Lucifer. Je me suis pas embêté à regarder Killing Eve. Je pense avoir suffisamment de données. Quel est mon verdict? She-Hulk est la meilleure série que j'ai la chance de voir. Je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi. Voir ces autres projets m'ont fait réaliser que tout ce que j'ai vu jusqu'ici était du mauvais storytelling. L'écriture profonde des protagonistes de Lost. La créativité de X-Files, même pas en rêve. Être constamment en désaccord avec soi-même, comme Adrien Monk, MDR, ou même le plot complexe de Fringe. Non, j'ai réalisé que la meilleure façon de raconter une histoire est de s'auto-infliger la négativité du monde dans ce qu'on écrit, car c'est uniquement comme cela qu'on prouve sa supériorité intellectuelle. C'est très bien prononcé. Mettons-nous en situation. L'audience de She-Hulk est-il habituée à regarder de la merde? Ou c'est moi? Je suis rassuré que le problème ne vient pas de moi. Mais la chose qu'on a pu voir ensemble, en se basant sur les séries récemment présentées, c'est que l'équipe de Jessica Gao sont loin d'être les plus talentueux du game. Les choses changent inévitablement au fur et à mesure que vous développez la série.
Et nous avons réalisé avec le temps qu'aucun d'entre nous n'était doué pour écrire des scènes de procès passionnantes. Ce qu'a révélé cette expérience, c'est qu'il y a des pépites dans la face cachée du woke. We Are Lady Parts était une agréable surprise quand on se rend compte qu'avoir des idéologies bien fondées ne veut pas dire qu'il faut écrire d'une façon biaisée ou même sacrifier la logique narrative pour arriver à ses fins. Et de l'autre côté, tu as Wynonna Earp. Ah, tu pensais que j'allais rajouter quelque chose après? Non. L'audience ne regarde constamment pas de la merde. Mais il est question de si oui ou non les scénaristes se sont suffisamment cassés le cul pour sincèrement rendre leur projet intéressant, et cela peu importe la licence. Un peu comme moi avec cette vidéo quoi. La mise en scène, l'intrigue... Non. Ok. Chacun de ces séries ont leurs qualités et leurs défauts, alors que d'autres ont uniquement des défauts. She-Hulk sert une place importante dans mon cœur. À chaque fois que j'écris des notes sur un personnage sur lequel je travaille, je me demande si... Est-ce qu'un idiot ferait ça? Et si un idiot en est capable, alors je renonce aussitôt à le faire. And the fact that we were able to very accurately every single time predict exactly what the toxic reaction was going to be. Like, it's both sad but also goes to show like how like tired and unoriginal these guys are. Okay. Bitch, you said it. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo. En me mettant à la place de cette audience minoritaire, on ressent leur frustration sociale. Et le fait de rester dans ce genre de série est certes rassurant, mais n'aide pas vraiment en tant que morale. On déteste pas Jen Walters parce que c'est une femme, mais parce qu'il y a un manque de savoir-faire niveau écriture. Et que en contrepartie à cela, tout ce qu'ils peuvent faire c'est abaisser l'un pour élever les autres personnages unidimensionnels. Mais perso, je pense ces séries comme de simples divertissements. Mais ces scénaristes féministes semblent véritablement croire que les femmes en IRL s'identifient à ces personnages féminins aussi plats que leur propre poitrine. Mais pourquoi tous ces problèmes sexistes et de misogynie ressortent aujourd'hui? Je veux dire, on le sait que c'est pas nouveau d'avoir des films avec des femmes comme rôle principal. Quand une actrice te dit I remember when I was doing Hunger Games, nobody had ever put a woman in the lead of an action movie. What did you say? You bitch! non Jennifer, en dehors de ta vie remplie de désillusions, les femmes ont toujours eu des rôles principaux, depuis quasiment le début de l'histoire du cinéma. Tu sais que ces gens-là vivent dans une désillusion loin de la planète Terre. Non, ce qui en ressort aujourd'hui, c'est le manque de talent, de créativité, et que le contrôle qualité n'est plus du tout au même niveau qu'il y a 20 ans. En voulant prétendre savoir ce que veulent voir les femmes à l'écran, ils sont devenus comme une caricature d'eux-mêmes. Taking all the traits that are often seen in villainous male characters and just shoving them onto female characters doesn't suddenly mean we're going to like them. I think the fact of the matter is that showrunners and writers contribute sexism to their own characters by writing them poorly, and no amount of shaming from directors and writers is going to change that. En conclusion, regardez Fleabag, putain de merde.